Je raconte une anecdote. J'ai vu récemment un documentaire sur les étudiants énarques. Et il y a un jeune gars là qui était issu de banlieue et qui dit voilà, on a un groupe WhatsApp, les étudiants de la promo. Sur le groupe WhatsApp, je mets ouais, qui veut faire un five demain? Zéro réponse. Une demi-heure plus tard, on a des places pour l'opéra, je sais pas quoi, demain soir. Et là, pam, 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 c'est parti dans tous les sens. Les étudiants énarques ont tous répondu pour l'opéra. C'est bien d'aller à l'opéra. Il n'y en a aucun qui a répondu pour le five. Et là, le gars peut-être se dit, pas jouer. Et le gars se dit, bah ça y est, je sais où je suis en fait, je sais où j'ai atterri. Et Daniel a raison, peut-être qu'ils ne savent pas jouer. Ah peut-être. C'est possible. Non mais tu peux pas. Enfin, mais excusez-moi. Pardon. Pour moi, vous allez au bout. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pardon. Allez au bout. Pour moi, vous êtes en train. La culture foot, elle n'a pas infusé les élites françaises. Pour moi, vous êtes en train d'enfiler les lieux communs qui sont totalement éculés. Vous avez un président de la République qui est un vrai fan de foot et qui s'y connaît. L'ancien président, et je ne suis pas en plus d'accord avec l'ancien président, je veux qu'il donne des conseils à Nasser, ils sont à l'envers. Mais pour être un fan de sport et un fan de foot, Sarko, alors là, si lui, il n'a pas une culture foot, Macron, c'est pareil. Beaucoup de ministres, pareil. Il y en a qui ne connaissent rien du tout. Et il y en a qui sont... Si tu me parles de la classe politique d'il y a 30-40 ans, je suis d'accord avec toi. Mais celle d'aujourd'hui ou parmi les députés, mais tu en as plein qui adorent le foot et tu en as plein qui ont il y a eu un vrai changement. Il y a eu une évolution là sur les. Mais bien sûr qu'il y a eu un vrai changement. Alors, et d'ailleurs, il le dit, puisque c'est le propos du livre de dire que. Alors moi j'ai lu un papier de toi dans c'est La Montagne. Oui, peut-être. Oui. Il y a 10 jours. Oui, c'est où tu dis qu'il peut y avoir en revanche encore une sorte de mépris de classe pour le foot. Ça peut être. C'est ce que je viens d'expliquer. Mais non, t'as pas dit ça, toi. Toi, t'as dit que quand tu t'as pas compris. Non, toi, t'as dit que quand t'étais loin quand t'étais énarque, en gros, quand tu poussais loin tes études, ou énarque, excuse-moi, énarque, ça te mène à la vie politique la plupart du temps. À la vie administrative la plupart du temps. Et ben là, tu dis, les mecs, le foot, ça les intéresse pas. Je pense que le cœur du sujet, c'est plutôt le mépris de classe, à mon avis. C'est plutôt ça, et savoir s'il est justifié ou pas, sur quoi il est basé. Est-ce qu'il y a une. Mais même là, il y a tellement. Va dans les loges, dans tous les stades. Un des chapitres du bouquin de François, qui adorent le foot maintenant. Il n'y a pas de mépris de classe. François, c'est pas vrai. Si on se fie aux 3 derniers présidents, aux présidents du XXIe siècle, en effet, ils s'y connaissent en football. Les 3 sont amateurs. Leurs prédécesseurs, en revanche, ne l'étaient pas, et certainement un de ceux qui l'étaient le moins est celui qui en a tiré le plus grand profit en 1998. Bon, ça, c'est un fait. Cela n'empêche qu'il y a encore ce mépris de classe. Quelle est la reconnaissance que l'on a scolairement, par exemple, de cette qualité de footballeur? C'est-à-dire, je comprends. C'est-à-dire, vous parliez tout à l'heure de l'éducation. Et tu vantais les mérites de l'éducation sportive en sport-études. En sport-études, à horaire renforcé. Quel est le regard que l'on porte encore scolairement sur ces sportifs qui font l'horaire aménagé de haut niveau? Oui, mais c'est pas complètement changé. Non, c'est pas prioritaire. Non, vous vous trompez du tout. Vous vous trompez. Excuse-moi, je suis un peu professeur. Je suis un peu professeur. Excuse-moi. Alors, excuse-moi, est-ce que j'ai bien compris? Ce que tu veux dire, c'est quel est le regard que tu portes sur les gamins qui font l'horaire aménagé? Pas en conseil de classe. Comment tu valorises un gamin qui réussit dans son club de foot? Comment tu le valorises? C'est difficilement quantifiable. C'est pas quantifiable. Pas quantifiable. Non, là, on mais en revanche, c'est quantifiable. C'est quantifiable parce que tu as les résultats, enfin le contenu scolaire ensuite qui arrive, qui se diffuse. C'est quantifiable quand un gamin va au théâtre, quand un gamin va à l'opéra, parce qu'il a cette culture qui va pouvoir être mesurée. Il va infuser dans les résultats scolaires. Un certain nombre de matières. Soit on s'est pas compris, soit ce que vous dites est faux. Les jeunes, moi, je ne me fonde que sur des faits. Les jeunes qui font donc horaire aménagé, qui donc à partir de la 6e, quand ils rentrent au collège, font d'ailleurs le foot n'entre pas dans ce cas de figure puisque le foot, tu entres en centre de formation, ça n'a rien à voir. L'horaire aménagé au collège, c'est pour le tennis. Il y a également les classes de musique, il y a d'autres sports, cheval, machin et tout. Ce sont des élèves qui sont très bien vus. Et non seulement parce qu'ils bossent bien, mais en plus, ils ont un cadre disciplinaire qui les fait être plutôt bien dans leur tête. Et quand ils passent les entretiens pour les écoles, post-bac, ou même après en entreprise, quand ils ont été très bons dans un sport, très souvent, ça leur ouvre des portes. Donc ce mépris n'existe plus. Surtout quand ça leur ouvre les universités américaines. On ne s'est pas compris, en effet. Ah, voilà. Puisque ce n'était pas à propos des horaires aménagés que je tenais à dire cela.
C'est à propos du sport civil, de ce qu'on appelle le sport civil, à savoir le sport fait en dehors de l'école. Quand on a des gamins qui font du foot tous les soirs, qui sont à l'entraînement tous les soirs, qui sont pris par des clubs d'assez bon niveau locaux, amateurs, le week-end. Quelle est la valorisation que l'on a de cette activité-là? En revanche, j'imagine qu'ils sont traités également aux autres. Oui, ils sont traités également. Bon. C'est-à-dire que sur un plan scolaire, ça ne réussit pas, ça ne marche pas. Alors, je reviens au bouquin, parce qu'il y a quelques chapitres assez étonnants, assez surprenants. J'en prends un. Alors, tu reviens sur l'histoire de certains clubs avec avec des hiérarchisations. Là, on parle de Sochaux, par exemple. On avait reçu d'ailleurs l'auteur d'un bouquin passionnant sur l'histoire de Sochaux et la façon dont Peugeot. Le grand déclassement. Ouais. Le grand déclassement de Sochaux. Alors, il y a un chapitre qui s'appelle Le comptoir et le ballon, la place du débit de boisson et de l'alcool dans le football français. Alors, explique-nous, François. Le comptoir, le café, c'est d'abord le lieu de naissance du football en tant qu'association. C'est à la fois le siège social lorsqu'on le déclare à la préfecture. Les parents de Platini, par exemple. Ouais, c'est le lieu de réunion. C'est aussi souvent ce que Julien Sorez a pu montrer pour Paris, entre autres. C'est aussi souvent le vestiaire. Il n'y a pas encore de clubhouse. Lorsque les stades ne sont pas encore tout à fait installés, il n'y a pas encore ce lieu-là. Donc c'est le lieu de naissance d'une culture. C'est le lieu de rassemblement, le lieu de naissance du football en tant que culture associative. Il n'y a pas que le football. Toutes les associations s'y retrouvent. C'est par ailleurs un rapport qui est très presque incestueux entre l'alcool et le football, avec des marques d'alcool qui financent des clubs. Alors, on peut penser bien sûr à Excelsior pour l'Olympique lillois, puisque le patron de l'Excelsior, Henri Joris, était aussi le patron de Cronenbourg pour le Racing Club de Strasbourg. Lillois. On peut penser à Cronenbourg, on peut penser à la polémique récente sur le Pernod Ricard. Bon, voilà, là on a des financeurs. Et puis il y a aussi, vous l'avez abordé tout à l'heure, avant les joueurs allaient devenir alcooliques, maintenant ils vont voir des psys. Bon, voilà, il y a aussi ce problème de l'alcool. Ils peuvent faire les deux. Mais ça permet aussi de voir une différence de classe, un jeu de classe qui se joue dans le football, avec justement ces loges VIP où on a le droit de boire de l'alcool, où les expériences stade sont vendues très cher pour boire, alors, pas uniquement pour boire de l'alcool, mais à l'occasion de ces avoir expériences. un accès privilégié, quoi. Je veux dire, selon la classe sociale, on a plus ou moins le droit de boire de l'alcool ou pas. C'est plus ou moins ça dans les stades. Ailleurs, si ailleurs dans le stade, on n'a pas le droit de boire de l'alcool. C'est interdit. Ce qui fait qu'on boit en dehors. Eh bien, avant, après, mais pas pendant. Alors que dans les loges, là, je suis un peu perdu sur la culture foot, si tu permets. L'alcool, aussi, le bistrot. Et je t'invite à lire le chapitre. Oui, mais j'avoue que Ok. Non, moi je comprends tout à fait que ça a été dans l'histoire de développement du foot une sorte de ventre de naissance. On l'a dit hier, le vice finance la vertu. C'est aussi, on a besoin d'alcool. Là, Heineken finance avec des champions, à part en France, mais dans tous les pays européens, c'est Heineken. On continue la discussion dans quelques instants. La France est-elle définitivement un pays de foot? On a donc tranché, c'est oui.